première partie avec notre invité Jean-Marie Lafont, le directeur de l'environnement de la province Sud. Thierry Belmont. Bonjour Jean-Marie Lafont. Bonjour. En juillet 2008, le site naturel des lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie était distingué par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, seconde plus grande barrière de corail au monde, après celle de l'Australie, une biodiversité exceptionnelle. Les scientifiques du monde entier ne tarissent pas d'éloges sur nos lagons. Alors, une fois qu'on a dit cela, qu'en est-il du grand public? Est-ce qu'il a pris conscience, ce grand public, de la valeur de cet environnement, selon vous? Je pense que oui. Je pense même qu'il y a une fierté de la part de la majorité des Calédoniens sur le fait d'avoir été classé au patrimoine mondial. C'est pas une mince affaire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il a fallu plus de 10 ans pour arriver à ce classement. Et je pense que depuis, effectivement, les gens sont conscients de l'importance de la protection de l'environnement, du lagon, mais pas seulement, parce que ça a eu un effet d'entraînement sur pas mal de choses. Oui, à s'entendre dire en permanence que c'est exceptionnel, est-ce qu'il n'y a pas un côté blasé tout de même qui se développe chez les gens? Parce qu'il y a quand même besoin de cette sensibilisation qui se fera ce dimanche. Tout à fait, oui. Alors dire que c'est exceptionnel, ça veut dire que c'est aussi fragile. Et puis vu le développement économique, le développement industriel, voilà, l'évolution démographique, les pressions augmentent fatalement sur les milieux naturels. Donc il faut jamais relâcher l'attention sur le fait qu'il faut protéger et donc continuer à dire que c'est exceptionnel parce que ça l'est encore. Ouais. Et quand on voyage un peu, quand on compare avec d'autres sites équivalents, et je pense notamment à la Grande Barrière de corail australienne, on s'aperçoit que finalement c'est encore en très bon état, contrairement à pas mal d'autres sites de par le monde. Oui, se dire que c'est exceptionnel, mais ce n'est pas seulement l'affaire des autres, on a notre part aussi à faire. Ah bah tout à fait, parce qu'on est tous, autant que nous sommes des usagers à la fois de la terre et de la mer, et la plupart des comportements que l'on peut avoir sur la nature peuvent avoir des impacts, et donc avoir un impact directement sur le lagon. Oui, nous sommes dans un véritable sanctuaire, disent les scientifiques. Jean-Marie Lafont, rappelle pourquoi, justement, ce site est si exceptionnel que cela? Parce qu'il a été démontré que ça représentait effectivement, on va dire, la croisée de pas mal de critères en termes de processus biologiques, en termes de paysages, en termes d'espèces présentes, ce qui fait que ça concentrait un certain nombre de choses qui permettaient aux scientifiques et aux décideurs de classer le bien à l'échelle mondiale. Une très grande diversité de formations coralliennes, on l'a dit. Quel est l'état de nos coraux? Aujourd'hui, on parle du blanchissement des coraux, vous l'avez évoqué sur la Grande Barrière de corail australienne, l'affaire est grave. Chez nous, comment ça se passe? Alors, il y a eu des phénomènes aussi à l'échelle calédonienne et qui sont suivis notamment par les instituts de recherche, l'IRD. Le phénomène n'est pas aussi grave a priori en termes de proportion que dans la Grande Barrière de corail, mais effectivement, on est très attentif à cette évolution. On a des coraux qui sont définitivement morts, on n'en a pas tant que ça. On en a aussi certains qui retrouvent une bonne santé. Ça dépend de la fréquence. On n'explique toujours pas pourquoi nos coraux arrivent à résister au réchauffement climatique. Tout à fait, ça c'est une vraie question. Pourquoi certains coraux résistent et d'autres non? On pense que c'est comme pour un être humain. Si on est en bonne santé, on résiste mieux aux éventuels virus. Et donc si le corail est en bonne santé, peut-être que le réchauffement climatique aura moins d'impact. D'où l'intérêt de protéger à tous les niveaux, quoi. Oui, alors exceptionnel également parce que c'est un site, il y a des sites du moins de nidification pour les tortues marines, tortues vertes également, exceptionnel aussi parce que c'est des zones de reproduction pour des espèces emblématiques ou des espèces menacées. On parle du dugong, de la baleine à bosse, des oiseaux marins, la présence de mollusques endémiques. Alors pour maintenir ce fameux label, l'UNESCO impose certaines conditions comme les plans de gestion des sites classés. Est-ce que les collectivités locales, les populations se sont vraiment emparées de ces structures? Alors on a effectivement mis en place, parce que c'était une obligation de la part de l'UNESCO, des comités de gestion qui sont répartis selon les sites classés. Le bien classé à l'UNESCO, c'est 6 sites à l'échelle de la Calédonie, 2 en province sud. Et donc effectivement, chaque site a des comités de gestion qui sont des associations de personnes, à la fois de population, spécialistes, etc., qui travaillent à trouver des actions de protection des sites. Donc oui, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été mises en place de par l'obligation. Puis en plus, je le disais tout à l'heure, ça a eu un effet d'entraînement sur pas mal de politiques environnementales. Oui, des jeunes entretiennent finalement ces sites, principalement des jeunes dans ces comités de gestion ou... Ah, pas forcément, ouais. Non, on a vraiment de tout. Effectivement, il y a une grosse action auprès de la jeunesse et puis on travaille beaucoup, nous, à la province sud, à sensibiliser les scolaires, mais on a également au sein des comités de gestion des gens de tout âge et c'est ça qui fait la richesse de la chose. Oui. Est-ce que c'est facile de garder finalement ces 6 comités de gestion motivés pour des actions très concrètes sur le terrain?
Non, c'est un vrai travail d'animation que nous faisons à la direction de l'environnement à la province, d'essayer de maintenir effectivement cette espèce d'émulation pour qu'on continue à travailler sur un certain nombre d'actions. Donc ça veut dire des financements, ça veut dire de l'animation, ça veut dire voilà, beaucoup de discussions. Donc c'est pas simple, mais c'est nécessaire pour que justement il y ait une vraie appropriation sur le terrain des enjeux de protection. Alors concrètement, qu'ont donné, quel est le résultat des actions menées par ces comités de gestion, Jean-Marie Lafont? Alors concrètement, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées de tout ordre sur le terrain. Alors, je le disais tout à l'heure, il faut agir à la fois sur terre et sur mer, parce que tout part à la mer. Donc, des actions de reboisement pour éviter l'érosion, des actions de sensibilisation, je l'ai dit. Puis après, sur mer, effectivement, des actions de protection, de surveillance, de contrôle de l'environnement marin. Et donc, les résultats, c'est difficile dans le domaine biologique de dire ça s'améliore ou ça ne s'améliore pas, mais globalement, les suivis que l'on a mis en place au cours du temps et qui se poursuivent évidemment dans le temps, montre qu'il n'y a pas de dégradation particulière des récifs coralliens et que le site reste en bon état. Enfin, oui. Les sites restent en bon état. Donc on a toujours un site exceptionnel, j'aime bien ce mot. Les coraux repoussent, ça aussi on a pu l'observer dans certains sites. Les poissons reviennent et ça évidemment c'est un atout pour les populations locales. Oui, les poissons reviennent si on gère convenablement le prélèvement. On a des endroits, alors qui ne sont pas forcément dans les zones classées au patrimoine mondial, mais à l'échelle du Grand Nouméa, on va dire qu'il y a beaucoup d'îlots qui sont soumis, et donc la mer est soumise à une certaine pression de pêche, de prélèvement, d'usage. Donc c'est là où effectivement on peut constater des dégradations. Mais à plus grande échelle, à l'échelle du Grand Lagon Sud, à l'échelle de la zone côtière ouest, qui sont les deux sites inscrits en province sud, on a quand même effectivement une qualité en termes d'espèces et de coraux plutôt bonne. Et en plus de conserver la biodiversité des sites, l'autre but, c'est de développer les activités économiques. Est-ce que justement, avec ces populations, ces tribus, on arrive à développer un tourisme local responsable? Alors voilà, ça c'est tout l'enjeu, parce qu'on a effectivement un site exceptionnel, vous l'avez rappelé. Après, la conséquence, c'est qu'effectivement, ça permet d'avoir des usages récréatifs, de la pêche, qui soit équilibré avec cette exceptionnalité. Donc oui, on a effectivement pu développer à la fois l'attractivité des sites, parce que tous les offices de tourisme mettent en avant le côté exceptionnel, la biodiversité, les paysages, etc. Ça permet effectivement d'avoir des ressources de pêche et donc de maintenir effectivement une activité économique sur les sites. Donc c'est gagnant-gagnant, je dirais, entre environnement et développement économique. Oui, parce que qui dit tourisme dit aussi menace pour l'environnement. Voilà, donc toute la question, elle est là, c'est l'équilibre à trouver entre effectivement des impacts dus notamment au tourisme et puis de continuer la préservation. Donc, allez-y. Oui, il y a des travaux qui se mènent, notamment à l'île des Pins, sur le sujet, pour essayer de trouver le point d'équilibre entre trop d'afflux touristiques et les impacts, et donc gérer ces impacts et de maintenir, encore une fois, le bon état. C'est compliqué sur l'île des Pins, justement, avec ces bateaux de croisière qui arrivent aujourd'hui. Justement, comment on arrive à trouver le bon dosage pour cela ? Alors l'île des Pins est un bon exemple, parce qu'effectivement ça concentre toutes les problématiques. Donc pour trouver le bon dosage, il faut organiser, il faut réguler, il faut effectivement sensibiliser également. Et donc c'est un travail qui est mené actuellement suite aux assises du tourisme qui ont eu lieu récemment. Il y a tout un travail sur l'environnement. Oui, réguler, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui limiter les bateaux de croisière qui arrivent ? Alors c'est déjà limité, on est déjà au plafond en termes de quotas. Donc peut-être limiter davantage, c'est des choses qui sont discutées en termes de taille de bateau notamment. Donc ça c'est encore à la discussion. Après, sur le terrain, c'est de faire en sorte que tout le monde ne se retrouve pas au même endroit au même moment et d'offrir une diversité de sites à visiter, à contempler. Donc c'est pour ça que je parlais vraiment d'organisation. Il faut que sur place, on ait tout un tissu d'activités pour répartir au mieux la fréquentation. Et notre corail est menacé par le réchauffement climatique, par les acathanstères également. Acathanstères, oui. Oui, Jean-Marie Lafont. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on sait pourquoi il y a cette invasion d'acathanstères? Alors d'acathanstères, non, on ne sait pas pourquoi il y a ce phénomène d'invasion. C'est un phénomène, on va dire, quasiment mondial, enfin en tout cas à l'échelle Pacifique et océan Indien. On a des infestations soudaines qui parfois peuvent avoir des conséquences irréversibles sur le corail. Il y a des zones complètement mortes à cause des acathanstères. Donc on est aussi victime de ce phénomène-là en Calédonie. On n'a pas un énorme historique pour savoir si c'est un cycle, si c'est des choses qui ont pu se passer au cours des temps. Il n'y a que récemment qu'on s'est aperçu effectivement de ces phénomènes de
de bloom, comme on dit pour les algues, on pourrait le dire pour ces étoiles de mer. Bref, la cause n'est pas connue. Par contre, l'impact, il est connu. On a souvent, effectivement, des coraux complètement détruits. Parfois, certains reviennent au bon état. C'est vraiment quelque chose d'important en termes scientifiques à suivre pour vérifier que voilà, c'est soit normal, soit effectivement il y a un phénomène qui cause ces infestations. Alors justement, si la cause n'est pas connue, ça sera compliqué aujourd'hui de combattre les acantastères, Jean-Marie Lafont. Donc c'est compliqué. Alors je ne l'ai pas dit, le réchauffement climatique est évidemment soupçonné fortement. Il y a sans doute des processus biologiques qui font qu'elles se trouvent à se reproduire et à grandir plus vite parce que l'eau se réchauffe. Donc oui, pour intervenir, c'est compliqué. Voilà, il y a des procédures qui ont été mises en place, notamment avec l'IRD. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, mais c'est vraiment un phénomène qui peut être inquiétant à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a une relation avec les usines métallurgiques sur le territoire non, parce que et la prolifération des acantastères? Non, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène mondial, donc il n'y a pas des usines partout. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de conséquences. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, si on a des pressions, comme on dit, notamment en termes de qualité d'eau sur les milieux qui font que voilà, il y a un déséquilibre, peut-être que ça peut favoriser l'infestation des acantastères. Mais voilà, on travaille aussi sur tous les phénomènes qui peuvent dégrader les coraux. Les acantastères sont une des conséquences d'une dégradation globale. Jean-Marie Lafont, directeur de l'environnement à la Province Sud. On se retrouve à 7h06, vous restez avec nous. L'invité de la matinale sur La Première. Et c'est la deuxième partie avec notre invité. Nous recevons ce matin Jean-Marie Lafont, le directeur de l'environnement de la Province Sud. Et bien sûr, nous attendons, comme d'habitude, vos questions, vos commentaires au 258 Thierry Belmont. Oui, on parle de ce 10e anniversaire de l'inscription des lagons calédoniens au patrimoine mondial de l'humanité. Jean-Marie Lafont, après 10 ans de labellisation, quel bilan pouvez-vous faire de la gestion des lagons et des récifs? Donc un bilan plutôt très positif au sens où ont été mis en place beaucoup d'actions depuis le classement. Hein. C'est quelque chose qui a permis aux gens de s'approprier la protection de l'environnement et puis aux collectivités telles que la Province Sud de faire pas mal de choses dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine de la surveillance, des actions de protection des espèces, le dugong, etc. avec tous ses partenaires. Il y a régulièrement des diagnostics qui sont faits de notre lagon, de cet environnement exceptionnel. Oui, c'est ça se l'échelonne dans le temps parce que c'est quand même très onéreux et très lourd de faire des suivis, mais tous les 5 ans, chaque site doit être inventorié pour essayer de voir effectivement s'il y a une évolution à la hausse ou à la baisse en termes de qualité. En général, les résultats sont plutôt bons. Donc c'est un site qui est plutôt en bonne santé. Vous nous dites qu'il y a quand même quelques inquiétudes inexpliquées. On a parlé des acantastères tout à l'heure. Il y a eu également en début d'année cette pollution aux algues vertes à Deva. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les causes exactes de cette pollution ? Alors, on sait qu'une infestation d'algues de ce type-là, c'est dû à une surcharge en matière organique dans l'eau, hein, donc qui vient de la terre, forcément. Donc, on investigue, on est en train de mener des études avec l'Institut français de la recherche en mer, l'IFREMER, pour essayer de comprendre d'où peuvent venir effectivement cet enrichissement en termes de matière organique. Est-ce que ça vient de l'assainissement, de l'agriculture, du golfe, du Sheraton? Voilà, c'est des choses qui sont à l'étude actuellement pour essayer de mieux comprendre et puis de juguler cet apport de polluants, enfin pas de polluants, mais de matière organique qui fait que les algues s'en nourrissent et prolifèrent. Oui, il a une population donc à Deva qui était quand même très inquiète. Hein. Il y a eu ce collectif Guaro qui a demandé cette contre-expertise. Est-ce que l'hôtel Sheraton serait en cause dans cette pollution-là ? Alors pour l'instant, on ne sait pas. On sait qu'il faut sans doute améliorer les pratiques de gestion du golfe pour éviter de mettre trop d'engrais, parce que c'est peut-être effectivement un surplus d'engrais, mais ça peut être aussi, je l'ai dit, l'assainissement, etc. Donc tout ça, on va regarder à l'échelle du bassin versant, comme on dit, enfin toutes les eaux qui arrivent en mer, on va étudier effectivement si elles sont chargées en matière organique. Et donc le président Philippe Michel a mis en place un comité de concertation à Deva pour justement discuter et expliquer tout ça à la population. On part au standard avec Robert qui est avec nous. Bonjour Robert. Oui, bonjour monsieur, bonjour monsieur Lafont. Bonjour. Oui, non, j'ai juste une question concernant la réserve Merlet, qui est une réserve intégrale, qui date de nos affaires avec le docteur Merlet, c'est-à-dire il y a 40 ans de ça, c'est très bien. Excusez-nous Robert, on ne comprend pas parfaitement, la liaison n'est pas très bonne, on ne comprend pas tous vos propos, si vous pouvez les répéter s'il vous plaît, et peut-être... Vous éloignez un petit peu du combiné du téléphone. Oui, s'il vous plaît. Ok, attendez, c'est ça. Oui, alors ma question...
Je suis un coutumier de la région de Goro. Oui. Et il faut savoir qu'il y a, je sais qu'il y a une réserve, intégrale du pays, elle se trouve à la réserve Merlet, Oui. entre la tribu de Goro et l'Éthiopien. Elle date depuis plus d'une quarantaine d'années par nos anciens, avec le médecin Merlet, qui porte son nom, ces réserves. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, en tout cas, habitant de la tribu de Goro, nous constatons qu'il y a quand même un pillage de cette réserve. De tous les quatre côtés de cette réserve, malheureusement, en tant que coutumier, c'est notre, c'est notre richesse, notre patrimoine. Or, aujourd'hui, si on ne fait rien, dans 5 ans, il risque de plus avoir grand-chose. Parce que tu habites à proximité de la réserve, tu vois des lumières tous les soirs, pas tous les soirs, mais surtout il y a des événements de festifs, notamment cette année où les langoustes sont à 5700 francs le kilo. Voilà, et le constat de la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. En sachant que c'est vrai que M. Lafont va me répondre qu'ils sont assez pris sur Nouméa avec toutes les plaisanciers et tout ça. Mais voilà, nous, en tant que coutumiers, je trouve que c'est notre responsabilité d'interpeller aussi les institutions. Oui, tout à fait, Robert. Merci pour votre question. Donc, en fait, elle porte sur la surveillance. Comment s'exerce la surveillance dans ces zones classées ? Alors effectivement, c'est un sujet important. Donc nous on a une équipe, plusieurs équipes de garde nature, que ce soit au nord, au sud ou à l'échelle de Nouméa. Donc oui, on a une brigade sud qui se consacre à la surveillance des milieux marins, notamment dans la grande corne sud. Et effectivement, la réserve Merlet, c'est une réserve dite intégrale dans laquelle on ne pénètre pas, justement pour pouvoir laisser à la faune et à la flore le loisir de se développer et éventuellement, par effet, ce qu'on appelle l'effet réserve, faire en sorte que les poissons puissent essaimer tout autour de la réserve. Donc c'est plutôt positif sur le principe, mais effectivement il faut surveiller, il faut éviter que les gens interviennent dans cette réserve et pêchent et prélèvent. Donc on a des équipes sur place. L'auditeur parlait de pillage de cette ressource, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de pêche illégale, des contrevenants, on en attrape beaucoup. Alors on n'en trouve pas tant que ça, alors on ne peut pas envoyer toujours quelqu'un sur place, mais on a souvent et très régulièrement les bateaux des gardes nature qui contrôlent, qui parfois effectivement constatent et sanctionne des personnes, donc ça peut donner lieu à des condamnations relativement importantes, et donc ça on le fait savoir en général, donc voilà, on ne va pas impunément pêcher dans cette réserve, on ne peut pas y être effectivement tous les jours et derrière chaque bateau, mais il y a quand même une pression de contrôle importante, et je ne parlerai pas de pillage, simplement effectivement c'est une question aussi de moyens, mais ça fait partie de nos priorités de surveiller cette zone. Et est-ce qu'on a les moyens de surveiller ces zones qui sont immenses, et est-ce qu'on se donne tous les moyens aussi? Alors on ne se donne jamais tous les moyens, effectivement les zones sont tellement grandes, donc on a effectivement plusieurs bateaux de surveillance et des équipes de garde nature, mais de plus en plus je pense qu'on va aussi sans doute mettre en place des moyens un peu plus aériens, systèmes de drones, systèmes satellites, on pourrait imaginer pas mal de choses, donc il y a pas mal de réflexions sur le sujet actuellement, en lien avec les autres institutions, le gouvernement, pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale de ces problématiques, mais c'est compliqué et c'est cher. Et la population pourrait être associée également à la surveillance de ces zones-là. S'ils rencontrent des personnes qui sont en situation de pêche illicite, illégale, ils peuvent intervenir? Alors, il ne faut pas hésiter effectivement à nous prévenir. Les numéros des gardes nature sont facilement accessibles, et donc, ou même à la direction de l'environnement. Il ne faut pas hésiter à nous signaler des choses anormales pour qu'on puisse intervenir. Oui. L'importance d'associer les coutumiers, les associations, on l'a vu, ça porte ses fruits. Il y a des spécificités Kanak quand même à respecter sur ces sites naturels? Alors évidemment, il y a des usages qui sont là depuis des années et qu'il faut respecter. Donc on discute beaucoup effectivement avec les coutumiers pour trouver encore une fois cet équilibre entre, on va dire, des problématiques de protection et en respectant effectivement les traditions. Mais les traditions peuvent aussi évoluer et les gens sont bien conscients qu'on ne peut plus agir comme à l'époque où il n'y avait pas de moteur, pas de congélateur, où les populations étaient sans doute moins nombreuses ou implantées différemment. Certaines pêches sont autorisées à certaines périodes justement pour... Oui, alors il y a tout, effectivement, c'est un panel de réglementation, effectivement, lié à la coutume également. Vous avez des périodes de pêche, des périodes d'interdiction, des îlots qui peuvent être en réserve intégrale une partie de l'année pour préserver effectivement les oiseaux ou les espèces de poissons qui viennent s'y reproduire. Donc il y a tout un panel de choses, effectivement. On repart au standard avec Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour monsieur. Oui, vous souhaitez apporter un témoignage ce matin? Oui, alors j'habite Poindinier
Et c'était pour vous dire que, en fait, par rapport aux incantastères, je ne sais pas comment vous dites les le nom de incantastères. cette école. Oui, voilà. Mais Pas facile à dire. pour dire que quand j'avais 10 ans, donc en 1966, dans les années 60, quoi, hein, j'en voyais déjà sur le récif de par chez moi. Très bien. Donc oui, ces incantastères, elles ne sont pas tombées du ciel. Ah, mais pas du tout. C'est pas une espèce exotique. Hein. C'est une espèce qui est une espèce qu'on trouve évidemment de tout temps en Calédonie. La question, c'est quand il y en a trop au même endroit, ça pose question. Mais globalement, c'est normal d'en voir une ou deux par-ci, par-là quand on se baigne. Hein. Oui, l'inquiétude, c'est de se dire que peut-être elle pourrait proliférer encore plus. Parce qu'en plus c'est compliqué de combattre ces phénomènes, oui, ces c'est étoiles de mer. Donc, voilà. D'où l'intérêt de la surveillance et d'être vigilant et éventuellement de procéder à des opérations de régulation quand il y en a trop au même endroit. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette autorisation qui a été donnée aux petites unités croisiéristes pour aller dans les récifs, enfin dans le lagon Nord, du côté des Chesterfield, cette autorisation donc à naviguer, à découvrir ces endroits qui sont uniques et exceptionnels? Alors là, effectivement, c'est pas de mes compétences en tant que province sud. Là, c'est un choix qui a été fait en concertation avec les partenaires. Il y a toujours une concertation d'ailleurs auprès du grand public par le gouvernement. L'idée, c'est encore une fois, c'est trouver l'équilibre entre l'aspect touristique et l'aspect environnement. J'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de garanties qui ont été mises dans ce qui est prévu en termes de nombre de personnes. Je disais tout à l'heure, la régulation, en termes de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Il y a quand même des réglementations qui vont être édictées. Après, c'est un choix. Il y a quand même une inquiétude de certaines associations environnementales, le PLP. Et est-ce que vous comprenez justement cette inquiétude? 4500 signatures quand même qui ont été recueillies, qui a été recueillie auprès de cette pétition lancée. Je pense que la crainte, c'est le fait d'ouvrir la boîte de Pandore, de se dire voilà, on commence à ouvrir au tourisme des zones qui jusqu'à maintenant ne l'étaient pas du tout. Jusqu'où va-t-on aller? Donc effectivement, il faut donner des garanties pour dire c'est ça et pas plus, quoi. Et donc je peux comprendre l'inquiétude parce que la pression peut augmenter, peut avoir des impacts. Se dire pourquoi ouvrir justement aux touristes les Chesterfield alors que c'est un site préservé? Quel est l'intérêt? Enfin, intérêt économique, on imagine. L'intérêt économique prime sur la préservation de l'environnement? Non, je ne dirais pas que ça prime, ça permet aussi sans doute de mieux connaître le site parce que alors je connais encore une fois pas le dossier, mais les opérateurs touristiques se sont engagés à contribuer au suivi des milieux. Donc ça peut être aussi une façon d'avoir une présence à but de connaissance et à but scientifique sur le terrain en accompagnement des touristes. Puisqu'on parlait des Chesterfield, il y a un plan de gestion qui est en cours sur les atolls d'Entrecasteaux, c'est ça, c'était nécessaire? Alors, les atolls d'Entrecasteaux, oui, bénéficient d'un plan de gestion au titre du patrimoine mondial parce qu'ils font partie du bien classé. Donc, tous les sites sont censés avoir un plan de gestion et ils en ont tous. Donc, un document d'action qui permet de dire tout ce qu'on doit faire sur les sites pour à la fois les protéger, mieux les connaître, etc. Non, mais je disais qu'il était en ce moment en pleine révision de ce plan de gestion. Oui, parce qu'ils arrivent à échéance au bout de 5 ans, donc c'est normal. Oui. Merci Jean-Marie Lafont. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'environnement. Un petit mot avant de se quitter, donc sur ce dimanche 8 juillet, ce 10e anniversaire, pas mal de choses sur Lansbata? Alors oui, tout à fait. Donc c'est une journée festive qui a été voulue par la province sud. Donc la province invite tous ses partenaires à venir fêter les 10 ans dimanche avec un éco-village en face de l'aquarium, un tarif préférentiel d'entrée à l'aquarium, en partenariat avec nos partenaires type l'IRD, la CPS qui ouvre ses portes. C'est assez exceptionnel d'avoir une opération porte ouverte à la CPS pour un village scientifique et donc qui fera le contrepoids d'un village plus associatif. Donc voilà, j'invite effectivement tous les Calédoniens, même plus largement que Nouméa, à venir fêter les lagons dimanche prochain. À partir de 8h. À partir de 8h. Merci beaucoup. Sur Lansbata, on est bien d'accord. C'est ça. Très bien.